Oui, ça, les autres n'assistent pas au cours. Ça serait beaucoup d'être matière. Monsieur, il y a un problème de l'audio, un problème de connexion, pas clair. Ouais, je vais voir comment faire.
Vous m'entendez maintenant? Ça va le son? Oui, oui, monsieur, c'est bien, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. D'accord. Alors sinon, donc, je vais essayer de me reconnecter dans notre logiciel. Alors très bien. Alors très bien. Alors on va enchaîner notre. euh, Aujourd'hui, on va essayer de voir les sources interprétatives de la règle de droit. Mais avant, il y a lieu d'achever celui des sources directes. Alors, ça va, vous m'entendez maintenant? Il n'y a pas d'écho? Tapez 1, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a dit les sources directes de la règle de droit. Il y a lieu de voir la loi et la coutume. On a beaucoup, donc on a explicité l'explication de la loi, sa source, ses définitions, son abrogation, ainsi de suite. Il y a lieu de parler aujourd'hui de la coutume. La coutume est aussi une source de la règle de droit. Il y a lieu d'essayer de la définir et d'en déterminer la relation avec les autres sources, bon, principalement avec la loi. Alors, la coutume est normalement un usage constant dans la société qui devient une force de la règle de droit. Alors, la coutume, ce qui est coutumier, ça veut dire ce qui est d'usage dans une société donnée et qui devient par la suite une obligation dans cette communauté, dans cette société. Et là, il y a lieu de déterminer les éléments de la coutume. Et normalement, on distingue entre l'élément moral et l'élément psychologique. Donc, il y a deux éléments de la coutume. La coutume, je vais écrire l'élément moral, euh, plutôt matériel, l'élément, pardon. Alors, on entend dire par l'élément matériel, c'est un usage ou bien une répétitif dans la société. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aimerait
Alors, je disais, donc pardon pour ces coupures à cause de la connexion. Alors, je dis un élément moral, ça veut dire un usage constant, répétitif dans une société. Et l'élément psychologique, c'est une conviction au sein de cette même société que c'est obligatoirement ainsi, que cet usage doit être de cette façon. Je donne un exemple, par exemple, dans les sociétés rurales, donc au Maroc, euh, l'irrigation se faisait selon un ordre donné. Si on prend par exemple une région montagnard, donc pour irriguer, donc il y a les terres ou bien les espaces de culture, et on commence de la terre la plus haute, et ainsi jusqu'à la terre la plus proche de la rivière. Alors, c'était un usage qui est constant, qui est répétitif dans euh, les villages, et tout le monde croyait que ça doit être comme ça, que celui qui est à la terre la plus lointaine a le droit de profiter de l'irrigation le premier, et après c'est son voisin jusqu'à en descendant vers la rivière. Alors là, c'est une coutume, donc un usage qu'on a répété dans la tribu, dans les villages, jusqu'à un point qu'on a eu conscience que ça doit être comme ça. Et au cas où le voisin le plus proche de la rivière irrigue le premier, alors l'autre, il peut aller se plaidoyer devant Amra, le chef de la tribu, ou bien devant. Désolé pour les coupures. Alors, je disais que une fois l'autre voisin va irriguer avant, alors l'agriculteur lésé peut aller plaidoyer devant l'amrar de la tribu, donc le chef de la tribu, ou bien devant l'autorité du Makhzen, donc Cheikh al-Muqaddam, en disant que le monsieur, le voisin, a violé un droit et l'amrar va pénaliser ou bien va ordonner d'arrêter l'irrigation pour laisser le droit à la personne donc, dont la terre est la plus haute d'irriguer le premier. Alors là, cette coutume-là, il n'est écrite nulle part, mais c'est ainsi que les gens faisaient pendant des années, pendant donc, des décennies peut-être. Donc, ce qui fait l'élément matériel que c'est répétitif. Et l'élément psychologique, c'est que on sait que ça doit être comme ça. C'est cette conviction sociale que c'est ainsi. Alors, ces deux éléments donc constituent la coutume. Il y a lieu de voir la coutume par rapport en relation avec la règle de droit, la coutume en relation avec la règle de droit ou bien la loi. Pardon. Alors maintenant, si on a une loi, donc au Maroc, on a fait un grand effort pour codifier les règles de droit et ne pas rester dans le droit coutumier. Codifier, ça veut dire. Et on a maintenant plusieurs lois. La loi du transport, la loi du commerce, le droit civil, le droit de la famille, ainsi de suite. Ces règles-là peuvent avec la coutume. Alors, on a figure mécanique que il y a une loi et il y a une coutume forte. La coutume
dans la femme, donc l'idée est que Monsieur n'a rien entendu de la coutume en relation avec la loi. vous m'entendez là? Oh, bonjour. Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Alors, Oui, je monsieur. disais, donc, premier cas de figure, c'est lorsque la coutume et la loi sont en compatibilité. Donc, premier cas de figure. Bon, de la un figure, la loi, on peut comme ça. Je prends une peau, bon, là, je suis vraiment désolé, mais c'est plus fort que moi. Donc, c'est un problème de connexion. Alors, je disais, donc, on a trois cas de figure. La coutume est conforme à la loi, donc on applique la loi. Donc, il n'y a plus lieu de parler de la coutume, puisque la coutume a été consacrée comme règle de droit par la loi codifiée. Deuxième cas de figure, c'est lorsque la loi, donc, n'en dit rien, mais elle renvoie à la coutume.
Et là, on va appliquer la coutume parce que c'est la loi qui renvoie à la coutume pour être appliquée. Donc, et on retrouve certains sur en code de commerce marocain et on renvoie à la coutume. Il dit là où il n'y a pas de règles, on va appliquer les règles coutumières. Euh, Maintenant, le problème se trouve dans le troisième cas de figure lorsqu'on a une loi et on a une coutume, mais la loi est contraire à la coutume. Là, on doit appliquer la loi et non pas la coutume parce que la loi prime sur la coutume. Et lorsqu'on édicte une loi, on pose une loi, c'est le droit positif, c'est pour remplacer une coutume qui n'est pas bonne ou bien qu'on veut changer. Alors, ce sont donc les trois cas de figure qu'on a concernant la relation entre la loi et la coutume. Et un autre point qu'il s'agit donc de soulever, c'est la relation de la coutume, les coutumes entre elles. Alors, les coutumes donc, sont interchangeables. Donc, on a des coutumes générales et spéciales. Alors, lorsqu'on a une coutume générale et une coutume spéciale, normalement, on va appliquer la coutume générale et non pas plutôt la coutume spéciale et non pas la coutume générale. Parce que la coutume spéciale, on dit que la coutume spéciale prime sur la coutume générale. La coutume spéciale prime sur la coutume générale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'une coutume spéciale ou bien locale, il y a lieu de parler d'un usage qui est ancré dans le village. Par exemple, lorsqu'on a parlé de l'irrigation dans les villages montagnards, alors donc l'irrigation dans les collines, ce n'est pas la même chose que l'irrigation dans les montagnes. Peut-être que la règle appliquée dans les montagnes est qu'on doit irriguer la terre la plus haute, la plus loin de la rivière, donc est contraire à celle qu'on applique dans la coutume. Donc, si la coutume générale, par exemple, est de commencer la terre la plus proche de la source d'eau, alors en montagne, on a le contraire. Donc, on ne va pas appliquer la coutume générale dans les villages de montagne. On va appliquer la coutume spéciale donc, dans ces villages. Alors, cela dit, donc, on a fait un peu, bon, c'était un peu bref, en parlant de la coutume. Et c'est la deuxième source de la règle de droit en plus de la loi. Il y a lieu maintenant de parler des sources indirectes ou interprétatives de la règle de droit. Les sources interprétatives de la règle de droit. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par les sources interprétatives de la règle de droit? Vous m'entendez, non? Ça va? Oui, monsieur, c'est bien. Très bien. J'espère que ça ne coupe pas encore une fois. Alors, les sources interprétatives de la règle de droit, on a deux sources. On a la jurisprudence, on a la doctrine. Désolé. Mais la jurisprudence, c'est la doctrine. Alors, il y a lieu de les étudier. Alors, la jurisprudence, c'est quoi? La jurisprudence est il y a lieu Alors, il y a lieu de la définir et d'en déterminer sa force obligatoire et ses méthodes donc d'interprétation. Définition, force obligatoire de la jurisprudence et méthode de production de la jurisprudence. Alors, la jurisprudence dans sa définition regroupe deux termes différents qui sont donc le sens large et un sens étroit.
Restreint, disons restreint. Alors, le sens large de la jurisprudence, qu'est-ce qu'on entend par jurisprudence dans le sens large? Dans le sens large de la jurisprudence est l'ensemble des décisions qui émanent des différentes juridictions du royaume. Donc, c'est l'ensemble des décisions qui émanent des différentes juridictions du royaume. Alors, l'ensemble des décisions qui émanent des différentes juridictions du royaume sont appelées jurisprudence. Ça veut dire un jugement dans la cour de tribunal de première instance de Rabat, plus les jugements et les décisions de la cour d'appel, les décisions de la cour d'appel de Oujda, plus les décisions et les jugements donc je sais pas, de tribunal de première instance de Agadir. Ce sont donc l'ensemble de ces décisions sont la jurisprudence dans le sens large. Mais ces jurisprudences sont donc l'application d'une loi. Vous n'entendez pas? Donc toujours. Oui, c'est bien, monsieur, c'est bien, merci. Ça va? Donc Fatem Zara, peut-être que le micro. C'est très bien, merci. Alors, les autres entendent, donc c'est peut-être un problème spécifique à Fatem Zara. Alors, je disais, donc c'est l'ensemble des décisions qui émanent des différentes juridictions du royaume. Donc, et ces décisions sont en application de la loi. Lorsque le tribunal applique la loi, il prononce un jugement, donc ou bien une décision selon la nature du tribunal. Donc, et l'ensemble de ces décisions sont appelées jurisprudence, et ça, c'est euh, le sens large de la jurisprudence. Le sens restreint de la jurisprudence, ce n'est pas seulement une décision, donc pas toute décision est qualifiée comme jurisprudence, mais on va parler de la jurisprudence, la décision qui parvient pour soit combler un vide juridique ou pour résoudre une ambiguïté. Une ambiguïté dans la loi, ça veut dire, donc alors, je vais déplacer pour que ce soit plus lisible. Alors, le sens restreint de la jurisprudence, c'est la décision qui parvient pour combler, soit pour combler un vide juridique, ça veut dire on n'a pas une règle, et le juge doit juger. Donc, selon le principe, donc le juge ne peut pas dire je ne vais pas décider, je n'ai pas de texte. Et sinon, il sera en déni de justice. Et là, on trace la notion de déni de justice. Donc, alors, le juge est obligé de statuer, ça veut dire de décider, de rendre un jugement, sinon il est en déni de justice. Sa mission, c'est de rendre justice, même s'il n'a pas de texte. Alors maintenant, s'il n'a pas de texte, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va décider selon ses principes, selon les principes de droit. Et cette décision, il viendrait pour combler un vide juridique. Ça veut dire qu'il y a un vide juridique et le juge vient le combler. Ça veut dire le remplacer, remplir le vide juridique. Ou bien, on a une règle, mais cette règle, elle n'est pas claire. Elle est ambiguë. L'ambiguïté, ça veut dire la non-clarté de la règle. Si on a donc une règle qui est ambiguë, le juge, il va essayer de l'interpréter, et c'est là où on parle de source interprétative. Donc, le juge va essayer d'interpréter cette ambiguïté pour arriver à une solution. Et les méthodes d'interprétation sont différentes. Ce sont ces méthodes-là qui vont être étudiées sous le titre les méthodes de production, bien d'interprétation de la règle de droit. D'accord, ça va?
Alors, ces méthodes d'interprétation de la règle de droit donc, obéissent à des règles et à des écoles. Et là, il y a lieu de voir deux thèmes. Il y a lieu de voir les écoles d'interprétation. Les écoles d'interprétation, on a les techniques d'interprétation. Alors, comment on interprète une loi? Donc, il y a plusieurs Alors, bon, commençons par les techniques d'interprétation, donc qui sont standards, qu'on peut utiliser dans n'importe quelle école. Parmi les techniques d'interprétation de la règle de droit, on a par exemple la règle du fortiori, a fortiori. On parle de a fortiori. Donc, on peut ajouter la règle a contrario. On peut utiliser le syllogisme. On peut utiliser l'analogie. On va essayer de les expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on entend de a fortiori? Si je vous dis, par exemple, celui qui aura 12 en session normale, donc ne passera pas le rattrapage, n'aura pas droit au rattrapage. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous comprenez de cette règle? Est-ce que celui qui a... Bon, donc je vais écrire la règle. Celui qui a 12 de moyenne ne passe pas au rattrapage. D'accord? Alors, cette règle-là, là, c'est une règle de droit. Il dit que celui qui a 12 de moyen ne passe pas au rattrapage. Alors, à votre avis, celui qui a 14, est-ce qu'il passe le rattrapage ou non? Celui qui a 14 de Non. moyenne. Non. Pourquoi? On n'a pas dit. Mais on a dit déjà que ceux qui ont 12 ne sont Mais pas on au a dit rattrapage. seulement donc la règle, elle est précise, elle est concise. Celui qui a 12 ne passe pas le rattrapage. Je n'ai pas parlé de celui qui a 13 ou 14, mais on le comprend. On dit que, a fortiori, min babin aula, si celui qui a, on sait que 13 est plus que 12. Alors, min babin aula, celui qui aura, voilà, donc celui qui a 14 a plus que 12. Si celui qui a 12 ne passe pas le rattrapage, vaut mieux celui qui a 14. Et là, on dit a fortiori. On l'a pas dit clairement, mais on l'a compris selon ce raisonnement a fortiori, min babin aula. Donc, parce que celui qui a 14 a une note qui est meilleure que 12. Mais parfois, donc, on va exiger, mais la règle ne le dit pas explicitement, mais on l'a compris en utilisant ce raisonnement qu'on appelle le raisonnement a fortiori. Donc, et celui qui a 10, il passe le rattrapage ou non? À Non, votre avis? non. Oui, oui. Celui qui a 10 de moyenne, il passe le rattrapage ou non? Passe au rattrapage. Il passe le rattrapage. Pourquoi? Comment vous l'avez compris? Parce que 10 est moins de 12. Donc, alors, à contrario, donc on a utilisé le raisonnement à contrario. Donc, au contraire, si celui qui a 12 de moyen ne passe pas le rattrapage, donc on a compris que le contraire, par le contraire, et là on dit le raisonnement à contrario, celui qui a 11 ou bien 10, il passe le rattrapage.
Et là, on a utilisé le raisonnement à contrario. Le juge, lorsqu'il va interpréter la règle de droit, il utilise ces techniques, ce qu'on appelle les techniques de l'interprétation. Même vous, donc, on a tendance à le dire. Donc, la règle, il est un peu simple, il est précise et il n'est pas explicite. Donc, la règle n'est pas toujours explicite. Mais donc le juge va essayer d'utiliser son intelligence pour essayer de l'interpréter et de comprendre ce que dit la loi. Alors la loi, il dit, celui qui a 12 ne passe pas le rattrapage. Donc il se peut qu'il y a celui qui a 10 ne passe pas le rattrapage aussi. Il se peut qu'il y ait une règle, et là maintenant, supposons que, donc il y a une autre règle qui dit, celui qui a 10 de moyenne passe pas le rattrapage. Alors, là, ces deux règles, comment on les combine? On a deux règles, une qui dit celui qui a 12 ne passe pas le rattrapage et celui qui a 10 ne passe pas le rattrapage. Est-ce qu'ils sont contradictoires? Oui, non? Ils sont contradictoires? Ils sont compatibles? Vous m'entendez, non? Vous êtes là? Oui, donc vous m'entendez? Très bien. Alors, on a dit, donc, on a deux règles. Une règle qui dit celui qui a 12 ne passe pas le rattrapage et une autre règle dans un autre texte qui dit celui qui a 10 ne passe pas le rattrapage. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut maintenant utiliser le raisonnement à contrario et dire que celui qui a 10 doit passer le rattrapage? Ben non, on ne peut pas le faire parce qu'on a une règle qui dit explicitement que celui qui a 10 de moyens ne passe pas le rattrapage. Donc, ces deux règles, la deuxième règle est implicitement dans la première. Donc, ou bien la première est implicitement donc dans la deuxième. Donc, on ne peut utiliser là-dessus, on a maintenant deux règles, mais on ne peut pas utiliser le raisonnement a fortiori, donc pour la règle. Voilà, donc pour la première règle, et dire que celui qui a 10 doit passer le rattrapage parce qu'on a une règle explicite qui dit que celui qui a 10 ne passe pas le rattrapage. Donc le raisonnement à contrario aussi est contraire à la règle écrite. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Lorsqu'on n'a pas de règle écrite. Le juge, il va dire min babin aoula ou la min bab mukhalafa. Donc a fortiori ou bien a contrario. D'accord? Après, donc là, ce sont donc deux techniques qu'on peut utiliser pour euh, faire le raisonnement à contrario et le raisonnement à fortiori. Alors maintenant, donc, pour le raisonnement du syllogisme ou bien de l'analogie. Alors, le syllogisme, lorsqu'on fait le parallélisme entre deux règles. Alors, les hommes sont mortels, Hicham est un homme, donc Hicham est mortel. Donc là, ce qu'on appelle le raisonnement de syllogisme, on a la principale et on a la subordonnée et on fait appliquer la règle à une personne. Tous les étudiants passeront le rattrapage. Mohamed, par exemple, Ednan est un étudiant, donc Ednan passe le rattrapage. Et là, on comprend donc ce syllogisme, on fait donc l'interprétation. Après, donc l'analogie, c'est lorsqu'on a une règle ancienne à laquelle on a appliqué un texte et on a un nouvel fait où on n'a pas de règle. On va essayer de chercher quelque chose d'analogue qui est similaire et on va voir la règle qui a été appliquée à cette chose. D'accord, donc oui.
Alors, je vais écrire en rouge. Là, on est dans les techniques d'interprétation. Voilà. Donc, les écoles d'inter. Alors, je disais, donc, l'analogie, c'est lorsqu'on a, on n'a pas, le juge ne trouve pas une règle qui s'applique à un fait qui lui est exposé, mais il va chercher dans l'histoire, est-ce qu'il y avait une décision qui concerne un fait similaire? Donc, et là, on applique beaucoup en droit musulman, ce qu'on appelle en arabe le qiyas. Donc, vous l'avez étudié peut-être, qiyas, Masadir Tashri' islami. On fait l'analogie. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'est pas le cannabis, le hashish, est-ce qu'il est illicite ou illicite, ou haram, et on va faire l'analogie avec l'alcool. Donc, Dieu a rendu l'alcool illicite parce que il fait perdre la conscience. Donc, tahrim al-khamr, لأنه يذهب العقل. Et là, on va faire l'analogie avec le cannabis, le hashish. On va dire, il a les mêmes effets sur l'esprit, donc il est illicite. Donc, on a fait l'analogie d'un fait où on n'a pas de règle sur un autre fait où on a la règle. Et là, on parle de l'analogie. Donc, ce sont des techniques d'interprétation de la règle de droit utilisées par les juges lors de soit combler une ambiguïté, soit pour combler un vide juridique, ou bien pour résoudre une ambiguïté juridique. Maintenant, les écoles de l'interprétation de la règle de droit, il y en a plusieurs. On va essayer de les voir. École pardon, les écoles d'interprétation. Alors, les écoles d'interprétation, on en a plusieurs. On va parler de 4 principales. L'école exégétique, l'école analogique, téléologique, l'école de livre, recherche scientifique, et je vais rajouter l'école herméneutique. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par l'exégétique ou bien la téléologie? Donc là, on va retenir ces deux écoles. C'est là où on s'attache maintenant au texte, mais selon 2 façons différentes. Donc, alors l'exégétique, c'est lorsqu'on s'attache au texte dans ses propos. On va pas s'éloigner du texte, on va prendre la règle, on va essayer de voir que voulait dire donc le législateur par cela. On va s'attacher à l'interprétation du texte, ce qu'on appelle sharh al-mutun. On va essayer de faire appliquer le texte comme il est dit. Donc, on ne va pas chercher les intentions qui sont derrière. Le texte a dit, donc, l'amende est entre 10 et 20 dirhams. Donc, on va appliquer 10 et 20 dirhams. Donc, 10 et 20 dirhams de 1913, c'était une grande somme. Mais en 2020, ce n'est rien du tout.
mais on va toujours appliquer l'amende de 10 à 20 dirhams. Donc, alors, 10 à 20 dirhams, c'était une somme, c'était l'équivalent du salaire d'un mois. Donc, on voulait rendre la sanction un peu sévère pour dissuader toute infraction. Mais après 60 ans, donc 10 à 20 dirhams, c'est un café. Donc, ce n'est pas lourd, donc ça va encourager l'infraction. Donc, mais là, on dit non, on va pas chercher à comprendre. Le texte dit l'amende est 10 à 20 dirhams, donc 10 à 20 dirhams. Donc, même si ça va encourager, donc on va pas aboutir à la dissuasion. Alors que la téléologique, il va chercher encore plus loin et non pas ce que dit les propos du texte, mais on va chercher la finalité du texte. On disait 10 à 20 dirhams, c'est pour, et c'était l'équivalent d'un salaire, du salaire d'un mois, donc c'est pour dissuader et ça doit être lourd. Alors 10 à 20 dirhams aujourd'hui, donc le salaire d'un mois, ça doit être 3000 à 4000 dirhams pour dissuader. Alors, et là, on va chercher la finalité ou bien l'objectif du législateur et non seulement ce que dit le texte. Et là, donc, on distingue entre Sharh al-Mutun, donc en arabe, alors, Tafsir Nassi, musulman, Sharh al-Mutun, on s'attache le matn al-Nas, et là, Tafsir Maqasid. Là, on va chercher quelle est l'intention du texte. Alors, si vous vous rappelez, donc en droit musulman, lorsque on le rappelait toujours, لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة. Et les disciples du prophète, le prophète a dit à ses compagnons, on ne fait la prière qu'une fois arrivé au village du Bani Quraïda. Alors les gens ont interprété, ou bien les compagnons du prophète ont interprété différemment ses propos. Alors certains ont dit on va s'attacher aux propos du prophète, donc on ne va faire la prière qu'une fois arrivé au village. Donc l'heure de la prière est arrivée, et ils sont toujours en route et donc ils ont retardé la prière jusqu'à l'arrivée parce que les propos disaient on ne fait la prière qu'une fois arrivé. Les autres, une autre partie, a compris que non. Donc, l'objectif, ce n'était pas de retarder la prière, mais de nous inciter à faire vite pour arriver au village avant l'heure de la prière. Maintenant que l'heure de la prière est parvenue, on va s'arrêter, on va faire la prière et on continue le chemin après la prière. Parce que l'heure de la prière, c'est une obligation. Et voilà, donc l'objectif c'était de nous inciter à faire vite et non pas de retarder la prière. Alors là, on a interprété différemment, donc l'interprétation qui s'attache au texte, c'est l'exégétique, l'interprétation qui cherche la finalité, c'est la téléologique. Donc, et ce sont deux approches différentes. Alors le juge, donc interpréter une règle de droit, ce n'est pas facile, donc ça nécessite donc un effort. Maintenant, la libre recherche scientifique, le juge ne va pas s'attacher au texte. Il va dire tant que le texte est ambigu, il n'est pas dissuasif, je vais essayer de jouer le rôle du législateur. Alors là, le juge est libre dans son interprétation et prend le rôle du législateur. Alors le juge là, il va dire tant que le texte n'est pas clair, je ne vais pas chercher et me casser la tête à essayer de le comprendre et de l'interpréter. Il n'y a pas de texte, donc c'est moi le législateur, je vais faire une nouvelle règle et il va interpréter selon des principes, donc les principes de droit, les principes
de droit, les règles fondamentales, la finalité sociale. Il va dire, c'est quoi l'objectif de la loi? C'est de garantir un ordre social. Il va dire, quelle est la solution qui permet un meilleur ordre social et d'atteindre l'objectif sociétal, et il va interpréter la règle selon cette libre recherche scientifique. Il a dit que, par exemple, l'amende a été de 10 dirhams, c'est pour dissuader les personnes d'enfreindre la règle. Maintenant, cette dissuasion n'est pas suffisante. C'est l'amende pécuniaire. Il va dire, je vais appliquer des amendes privatives de liberté ou bien d'interdiction. Et au lieu de parler d'amende, il va parler d'interdiction. Il va interdire l'activité commerciale à celui qui a enfreint autre. Et là, c'est ce qu'on appelle la libre recherche scientifique. Donc, normalement, donc, le juge, il va être libre de suivre le texte, ni dans ses propos, ni dans ses finalités du législateur, en essayant de donner la règle qui donne une solution la plus optimale selon son point de vue à la finalité sociale recherchée et à la règle fondamentale et le principe de droit. L'approche herméneutique, RMI, pardon, herméneutique. Alors là, herméneutique, donc là, on parle d'un paramètre un peu complexe où le juge va prendre en considération non seulement le texte ni la volonté du législateur, mais il va essayer de voir le contexte aussi et le paradigme. Donc, prendre en considération. Alors, il prend en considération les différences de contexte et de paradigme, donc parce que chaque société a un paradigme différent, donc on doit décider différemment selon le paradigme social. Et là, donc c'est un effort double, voire très complexe et systémique. Euh, je dirais un exemple, lorsqu'on fait une interprétation, par exemple, en droit musulman, je vais essayer de donner des exemples de notre histoire et de notre culture. Par exemple, le mode du gouvernement. On a interprété que le mode du gouvernement musulman, c'est le khalifa, parce que le prophète a laissé derrière lui un khalif. Après le prophète, il y avait donc des khalifes, les quatre khalifes, Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali. D'accord? Et donc, on a dit que le mot de gouvernement, c'est de laisser un calife, donc un délégué. Et on a dit que voici donc la règle, et c'est comme ça que ça doit être le gouvernement en islam. Alors là, on est en train de faire donc de la téléologie ou bien de l'exégétique en s'attachant à ce que le prophète a fait. On va faire de ce que fait le prophète un moyen de gouvernement. Alors, le Minotique, il va vous dire non. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le seul prophète. Il y a d'autres prophètes. Et ce n'est pas le premier musulman. Le premier musulman, c'est Abraham. Alors maintenant, on va essayer de faire une analyse transversale dans le temps et dans l'espace pour essayer de voir quel est le mode de gouvernement le plus adéquat. Alors, le temps et l'espace, on va voir.
Alors, avant Mohammed, il y avait le prophète Abraham, et, et Abraham, donc, a vécu sous le gouvernement d'un roi. Namrud, c'était un roi, donc héréditaire, et a voyagé vers Damas, donc vers la Palestine maintenant, où il y avait des tribus, donc son roi. Il a fait le voyage vers l'Égypte, il y avait un empereur, enfin un pharaon, et aussi une terre déserte où il n'y avait rien. Et après, Jésus a vécu à Jérusalem, où il y avait donc l'Empire romain. Le prophète Joseph était un vizir, un ministre, non pas un roi. Salomon était par contre un roi. Jésus était un prêcheur, ni roi ni ministre. Donc si on étudie un peu tous les prophètes à travers les différents temps et les différents espaces, on va comprendre que le mode de gouvernement des prophètes changeait selon les paradigmes de chaque société. Lorsqu'on avait besoin d'un vizir, donc Joseph était un vizir. Lorsqu'on avait besoin d'un roi, parce que les Israélites revendiquaient une monarchie pour qu'ils puissent entrer en Palestine, donc Dieu a choisi un roi pour eux. Lorsque l'Empire romain était stable, donc il n'y avait pas lieu de créer un problème politique avec un roi. Donc Jésus était un prêcheur, donc c'était pas un roi, un même simple citoyen. Alors là, le mode de gouvernement n'est pas figé sur le calife. Donc le calife, c'était un mode de gouvernement spécifique aux tribus arabes qui n'acceptaient pas la monarchie. Et même pendant la vie du prophète, si on prend l'espace, donc le temps du prophète Mohammed, donc il a envoyé ses compagnons à Habasha où il y avait un roi, et à Yémen où il y avait un roi. Et il n'a pas nié le mode de gouvernement monarchique. Au contraire, il a bien dit sur le roi du Habasha qu'il est un roi juste et loyal. Euh, et lorsqu'il a recommandé donc d'envoyer ses messagers, ses ambassadeurs pour l'empereur romain et perse, il n'a pas recommandé le changement du régime politique. Donc, il a accepté toutes sortes de régimes politiques. Donc, cette lecture herméneutique qui cherche à interpréter selon les différents paradigmes nous pousse à dire que le régime politique n'est pas le califat en islam. Donc, le califat est un régime politique spécifique au paradigme tribal arabe et que l'islam, il accepte plusieurs différents régimes politiques différents. Là, on est encore plus loin dans la réflexion en essayant de voir les différents paradigmes, contexte temporel et spatial pour essayer de comprendre la règle à appliquer. Maintenant, on a une règle qui est donc la majorité, par exemple, euh, en Afrique subsaharienne, qui était de 13 ans. Mais on ne peut pas appliquer la même règle en Écosse, parce que le climat il influence la puberté. Donc, dans les climats sahariens, donc la puberté est plus est à l'âge de 13 ans ou bien 2 ans chez la fille, alors que lorsque le climat est plus froid, on a la puberté est retardée à 15 ans ou bien 14 ans. Alors là, on ne peut pas donc appliquer la règle 15 ans partout dans le monde, mais on va prendre en considération le paradigme sociétal, les différences selon les sociétés. Alors, la règle de droit maintenant, il peut changer selon le temps et selon l'espace. Alors, le juge, en faisant cette réflexion, il va essayer de prendre en considération plusieurs paramètres sociaux et culturels, religieux et idéologiques pour décider quelle règle appliquer ou bien quelle interprétation donner à la règle ou quelle règle imposer en cas de vide juridique. D'accord?
Alors, vous voyez, donc, interpréter la règle de droit, ce n'est pas une chose qui est facile. Ça obéit à des règles et à des interprétations. Et le juge est généralement victime, donc je le dis ainsi, il est victime de l'école qu'il adopte pour l'interprétation. Parfois, donc certains juges, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'appliquer la méthode exégétique, donc en s'attachant au texte, et ils vont critiquer les autres. Alors les autres, ils ont raison aussi en appliquant la règle téléologique ou bien la règle de libre recherche scientifique. Je donne ici un exemple, si, je ne sais pas si vous connaissez, la règle donc, bon, si on parle de la règle de la filiation, ça veut dire de décider est-ce que l'enfant appartient à cet homme, est affilié à cet homme ou non. يعني يثبت النسب. Alors on règle, bon, je raconte une affaire entre un Marocain et une Marocaine. Donc ce sont deux Marocains donc, qui étaient mariés, un homme et une femme. Ils avaient un contrat de mariage marocain et ils vivaient en France. Et ils avaient en parallèle un contrat civil de mariage français. Alors, ils vivaient en France et au bout d'un certain moment, ils ne s'entendaient plus et ils se sont séparés. L'homme vivait seul et la femme vivait seule. Et l'homme était dans une autre ville, un peu loin de sa femme. Mais ils n'ont pas divorcé et ils ont laissé la situation comme ça. Donc, le contrat est toujours valable, mais eux, physiquement et moralement, ils sont séparés. Donc, au bout de quelques 2 ans, la femme a donné naissance à un bébé. Au bout de certains moments, il ne pouvait plus subvenir aux besoins de son enfant et il a intenté une action en justice pour revendiquer à son à son mari, donc sur papier, même s'il est séparé d'elle, il a revendiqué qu'il paye la pension alimentaire pour son enfant. Ça veut dire nafaqa. En France. Donc, il a intenté l'action en France. Alors, devant le tribunal, l'homme a dit, mais non, ce n'est pas mon enfant parce que ça fait plus qu'un an que je suis loin d'elle et ça ne peut pas être mon enfant. Alors, le tribunal lui dit, mais le contrat est valable. Est-ce que vous pouvez prouver le contraire? Il a dit oui, donc je demande l'expertise donc génétique. Alors, le tribunal en France lui a autorisé le recours à l'expertise génétique, donc, et il a apporté la carte génétique en prouvant que l'enfant n'est pas le sien. Donc, aucun lien génétique entre le bébé et le père. Alors, le tribunal français a dit, Madame, ce n'est pas son bébé, donc il n'a pas à payer la pension alimentaire. Madame, allez chercher celui qui paye la pension alimentaire, donc de votre enfant, même si le contrat de mariage est valable. Alors, la femme a été un peu rusée, intelligente. Elle est venue au Maroc et elle a intenté une action de pension alimentaire devant le tribunal d'El Jadida, donc au Maroc. Alors le tribunal donc, a examiné l'affaire, il a dit oui, le contrat est valable et il a demandé à l'époux de payer la pension alimentaire. Alors l'époux a dit non, j'ai une décision juridictionnelle du tribunal français. Donc le juge français a dit que ce n'est pas mon enfant, je ne paye pas la pension alimentaire. Le juge marocain lui a dit non, désolé, donc nous n'appliquons pas les décisions françaises au Maroc en matière de la famille, ce qu'on appelle l'exéquatur. Exéquatur. Alors l'exéquatur, c'est l'applicabilité des décisions étrangères, des décisions juridictionnelles étrangères sur le territoire marocain. Donc, en droit de la famille, il n'y a pas de convention entre le Maroc et la France pour appliquer les décisions en matière de famille, de droit de la famille,
des juridictions françaises au Maroc et vice-versa. On a une convention d'appliquer les décisions pénales et les décisions donc commerciales et civiles, mais pas pour les décisions, non pas décisions pénales, civiles et commerciales, mais pas pour les décisions en droit de la famille. Donc le juge a écarté, le juge marocain a écarté la décision du juge français. Comme quoi, donc, il n'est pas applicable au Maroc. L'époux a dit, mais ce n'est pas mon enfant, ça ne peut pas être mon enfant, ça fait des années et je l'ai prouvé par la carte génétique. Alors, il a présenté la carte génétique au juge marocain. Le juge marocain lui dit, non, au Maroc, nous n'acceptons pas la carte génétique comme moyen de preuve. Donc, pour moi, la preuve, c'est le contrat de mariage. Le contrat est valable, donc c'est votre enfant. Selon la règle du droit musulman, al-waladu bil-firash wa lil-ahiri al-hajar. Et ça, c'est un, dicton du prophète. Le prophète a dit, donc, ça veut dire que même s'il y a adultère et qu'il y a un contrat valable, l'enfant est affilié au père dans le contrat de mariage. On ne va pas chercher est-ce que c'est génétiquement votre enfant ou non, est-ce que c'est biologiquement votre enfant ou non. Donc on va punir l'adultère, mais l'enfant est affilié à son papa parce que là, dans le paradigme, on cherche l'intérêt ultime de l'enfant. Et l'intérêt ultime de l'enfant, c'est de lui garantir une pension, ce qu'on appelle المصلحة الفضلى للطفل. المصلحة الفضلى للطفل تقتضي أن نجد من ينفق عليه. Donc, il faut responsabiliser le père, donc il lui faire payer la pension alimentaire parce que donc l'intérêt de l'enfant l'exige et on ne va pas chercher que c'est votre enfant légitime ou bien non légitime. Il y a un seul moyen de le nier, c'est l'IAN. Donc, le fiqh islamique est l'IAN pour nier la filiation. Mais autrement, non. D'accord? Et donc le tribunal a ordonné au père, donc malgré qu'il a une carte génétique, de payer la pension alimentaire de l'enfant. Donc là, on a un paradigme différent, une culture différente, un contexte différent, on a une règle différente. Bon, les Français, ils ont critiqué beaucoup cette décision, aussi certains Marocains, mais il faut comprendre que ce sont deux philosophies différentes et deux contextes différents. Il n'y a pas lieu d'appliquer les mêmes règles. Et c'est pourquoi donc on a plusieurs systèmes juridiques et chaque système juridique a ses propres fondements, ses propres règles, ainsi de suite. Alors, lors de l'interprétation de la règle de droit, le juge a intérêt à comprendre ces méthodes et à être vigilant dans leur application en essayant d'être en conformité avec chaque école et non pas à juxtaposer les différentes écoles, les différentes règles d'interprétation. Donc, ça va? Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors, cela dit, il y a lieu maintenant donc on a essayé de voir les techniques de l'interprétation de la règle de droit et les écoles de l'interprétation de la règle de droit, ou bien les méthodes d'interprétation de la règle de droit, écolo-méthode. Donc, il y a lieu de voir maintenant la force de la jurisprudence. Donc, est-ce que la jurisprudence est une source directe de la règle de droit? Donc, bon, déjà, on a dit que c'est une source interprétative. Maintenant, quelle est la force obligatoire de la jurisprudence? Lorsqu'on a une jurisprudence, un tribunal de première instance a décidé une règle, est-ce que cette règle-là est toujours obligatoire? Donc, on a vu qu'on a la Cour de cassation et on a les tribunaux d'appel, bon, et on a les tribunaux de première instance. Alors, on a la Cour
de cassation, pardon, on a les cours d'appel, on a les tribunaux de première instance, qu'on appelle les TPI. Alors, on a une décision, par exemple, du tribunal de première instance. Et on a une autre décision de la cour d'appel. Est-ce que le tribunal de première instance est obligé de suivre l'interprétation ou bien la jurisprudence du tribunal de la cour d'appel? Oui ou non? Oui? À votre avis? Est-ce que le tribunal de première instance est obligé d'appliquer la décision ou de suivre la jurisprudence du tribunal de la cour d'appel? Oui, non? Toujours là? Alors oui, donc moi je dirais ben non. On a ce qu'on appelle l'indépendance de l'effort d'interprétation des juges. Les juges, quel que soit leur degré, ne sont pas obligés par leur décision, parce qu'une décision juridictionnelle ou bien un jugement, elle est spécifique au cas. Le même juge, il peut décider, par exemple, d'accepter la carte génétique dans ce cas-là, et le lendemain, il va décider non, je ne vais pas l'accepter. Donc, il n'est pas obligé de rester toujours sur la même position. Si le lendemain, il voit que non, c'est plus loyal de ne pas accepter la carte génétique parce que la maman est solvable et l'enfant donc peut être nourri par sa maman, donc il va écarter donc accepter la carte génétique et exonérer le père de payer la pension alimentaire. Si par contre, dans un autre cas, il voit que la maman n'est pas solvable et que l'enfant sera perdu si on ne lui assure pas une pension alimentaire, il peut encore une fois faire ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel. Un revirement jurisprudentiel, ça veut dire changer de position et écarter la carte génétique pour imposer au père de payer la pension alimentaire. Et même si la décision est prise par une cour supérieure qui est la cour d'appel. Donc le tribunal de première instance, ils ne sont pas obligés de s'aligner sur les décisions prises par la cour d'appel. Aussi pour la cour de cassation. Donc, la cour de cassation, normalement, c'est une cour de droit qui va chercher l'applicabilité de l'accord. Donc, mais la cour d'appel reste un peu libre. On a un seul cas où la cour de cassation peut imposer donc sa décision sur les autres tribunaux, c'est ce qu'on appelle l'arrêt de principe. L'arrêt de principe, c'est lorsque la cour de cassation, ce qu'on appelle toute chambre réunie, parce qu'on a un problème qui nécessite une règle juridique, donc où il y a un vide juridique, et la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, va réunir les présidents de toutes les chambres pour décider une règle qu'on appelle un arrêt de principe, et il va publier cet arrêt de principe. Il va le publier sur les différents tribunaux du royaume pour leur recommander de l'appliquer. Et là, ça serait un arrêt de principe. Donc, je donne un exemple donc de décision toute chambre réunie, d'arrêt de principe. En droit de la famille toujours, donc en droit de la famille, il y a ce qu'on appelle l'indemnité de divorce.
divorce, donc le droit de la famille marocain donne à la femme le droit de bénéficier d'une indemnité s'il est divorcé, le mouta. Donc, ça s'appelle la femme divorcée. La femme divorcée a le droit de profiter d'une indemnité de divorce. Alors, là, c'est une règle de droit. Alors, c'est avéré qu'il y avait qu'une femme a abusé de ce droit-là et il en a fait un fonds de commerce. Donc, ça veut dire que cette femme-là, donc, l'affaire est arrivée à la Cour de cassation d'une femme qui demande le mariage, le divorce par exemple, pardon. Alors, une femme qui demande le divorce sans raison. Alors, le mari disait pourquoi? Donc, moi, je ne veux pas divorcer, c'est elle qui veut divorcer. Le tribunal de première instance a décidé le divorce et a obligé le mari de payer l'indemnité du divorce parce que la loi en dispose. Alors le mari n'est pas content, il a dit moi je ne veux pas divorcer, si c'est elle qui veut divorcer, je n'ai pas à lui donner aucune indemnité. On appelle la cour d'appel puisque le texte est clair, il a encore décidé que l'homme doit payer l'indemnité du divorce. Donc le mari est toujours mécontent, il est allé devant la cour de cassation pour revendiquer justice et application de la loi, du esprit de la loi en disant c'est elle qui insiste sur le divorce, pourquoi je vais payer une indemnité? D'autant plus que ce n'est pas son premier divorce. Donc la femme son rituel était de se marier, demander divorce pour avoir l'indemnité de divorce. Alors sa cause principale du mariage, c'était de gagner cette indemnité de divorce. Bon, il connaît un homme, il passe 3 mois de fiançailles et de cadeaux et de restaurants. Il est marié, il passe un mois de voyage de noces. Après 2 mois, 3 mois, il demande divorce, il reçoit une indemnité et il va chercher un autre mari. Et encore une fois, des fiançailles, des cadeaux, des voyages de noces, et il demande divorce et il a une indemnité et ça fait un fonds de commerce. Donc, il n'aura plus besoin de travailler. Alors, au bout du 4e divorce, alors l'homme a insisté à aller devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a réuni toutes les chambres, le président, pour dire là, il y a un abus de droit en application d'une règle de droit. Et il a édicté, donc il a pris une décision, donc c'est un arrêt de la Cour de cassation, toute chambre réunie qui prive la femme du droit à l'indemnité, c'est elle qui demande le divorce. Et il a publié cette décision sur les autres tribunaux pour la prendre en considération et non pas obliger l'homme qui ne veut pas divorcer à payer l'indemnité de divorce. Donc, ce qu'on appelle donc talaq al-shiqaq. Selon une règle qui est ancienne en droit de la famille marocaine, en fiqh islamique, dans la charia, من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. Comme en héritage. Celui qui va tuer son père pour anticiper sur l'héritage sera exonéré de l'héritage. Al-qatilu la yarith. Donc, parce qu'on va présumer qu'il s'ajala al-irth. Donc, il a anticipé, il a voulu hériter avant la mort de son père, il l'a tué, donc il sera dépourvu de tout droit à l'héritage. Et on a appliqué donc cette règle, c'est ce qu'on appelle un arrêt de principe. C'est seulement dans ce cas-là où la jurisprudence constitue la jurisprudence
jurisprudence égale vraiment une règle de égale une règle de droit. Alors que dans les autres cas, la jurisprudence reste une règle interprétative. On peut s'y inspirer, mais sans en être obligé. Les juges ne sont pas toujours obligés d'appliquer les décisions de la Cour de cassation, mais ils s'y inspirent donc lors de leur exercice pour être conformes à l'approche ou bien à la décision prise par la Cour de cassation pour ne pas se voir casser leur décision par cette cour-là. Donc, d'accord? Alors ça, c'est la force obligatoire de la règle de la jurisprudence. Ainsi parlé, il y a lieu de parler de la dernière source interprétative de la règle de droit, qui est la doctrine. Alors, la doctrine est une source interprétative de la règle de droit. On va le noter. La doctrine comme source interprétative de la règle de droit. Alors, oui, vraisemblablement, la doctrine est une source interprétative. C'est quoi la doctrine d'abord? La doctrine, c'est l'ensemble des avis et décisions des professionnels et juristes. Donc, nous avons des juges, nous avons des avocats qui élaborent des mémoires, nous avons des professeurs de droit, des experts des huissiers de justice. Ils peuvent écrire des articles scientifiques, les juges aussi peuvent publier des articles scientifiques, donc, et de la littérature en droit. Alors, ces avis de droit, ils influencent et ils inspirent le juge et le législateur pour améliorer la règle de droit. Une thèse critique, par exemple, bon, c'est pas en droit des contrats, il y avait ce qu'on appelle la clause pénale, ça veut dire la clause qui oblige dans le contrat, où on peut obliger un co-contractant de payer une amende en cas de retard. Alors, ce qu'on appelle la clause pénale. Alors, cette clause pénale a été objet d'une thèse de doctorat et le législateur s'est inspiré de cette thèse de doctorat pour améliorer la réglementation de la clause pénale en permettant un pouvoir d'intervention du juge pour réduire ou bien pour rééquilibrer le contrat en modifiant cette clause pénale. Alors là, donc, les différents avis doctrinaux peuvent inspirer le législateur ou la jurisprudence pour prendre des décisions jurisprudentielles. Et là, la doctrine sera une source indirecte de la règle de droit. Ce n'est pas une source directe, c'est une source indirecte, soit à travers donc la jurisprudence, bien à travers le législateur. Donc, d'accord. Alors voilà, donc cela dit, donc je m'arrête là pour qu'on puisse voilà, vous laisser le temps donc pour la séance qui suit, si vous avez un autre cours à 10h30. Est-ce que vous avez des questions concernant la jurisprudence ou bien concernant la doctrine? Monsieur, j'ai une question. Oui. Veuillez-vous me dire, c'est quoi la quatrième méthode de production de la jurisprudence? Herméneutique. L'herméneutique, c'est lorsqu'on fait une réflexion, Non, pas sur le texte. c'est avant, c'est les techniques. Désolé. Les techniques, l'analogie. L'analogie. Merci, L'analogie. monsieur. Il y a le syllogisme et il y a l'analogie. Donc, ce qu'on appelle la technique analogique. Ou le qiyas. On cherche un cas analogue, ça veut dire similaire, et on va appliquer la règle sur le cas nouveau en analogie avec la règle appliquée sur le cas ancien.
On a Merci, parlé de monsieur. l'exemple ديال تحريم المخدرات مثلا. قلنا الخمر حرام لعلة إذهاب العقل. المخدرات تذهب العقل، إذا نحرم المخدرات قياسا على الخمر. D'accord? C'est ce qu'on appelle D'accord, l'analogie. monsieur. Pardon, monsieur. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez répéter la définition de la doctrine? Alors, la doctrine, c'est l'ensemble des avis doctrinaux, des avis publiés par les professionnels et les académiciens du droit. Les professeurs, lorsqu'ils écrivent des thèses de doctorat, des articles scientifiques, ils vont critiquer une règle ou bien donner une interprétation d'une règle. Le législateur va s'inspirer de ces écrits et de ces avis des professeurs et des professionnels du droit, des avocats, des huissiers de justice, pour édicter une nouvelle règle. Et là, on parle que de la doctrine comme source indirecte de la règle de droit. Le juge qui a une affaire devant lui, il va essayer de trouver une solution s'il n'a pas de règle claire, une règle claire. Donc, pour trouver la solution, il va lire des articles, il va lire les avis de professeurs, il va demander des avis, donc dans des ouvrages. Alors, ces ouvrages, ce sont la doctrine. Donc, il va chercher un avis doctrinal qui va consolider sa position lors de la prise de décision. Et là, donc, on parle de la doctrine comme source indirecte ou interprétative de la règle de droit. Oui, ça va? Merci, monsieur. Donc, voilà, merci pour... oui, le PDF. Alors, je vais le chercher tout de suite. Donc, d'accord. Alors, je vais le chercher et je vais l'attacher sur le document. Merci de me le rappeler. Bon, je suis désolé, j'ai oublié. Allez, voilà, bonne journée.